Le vice-président de la transition dans la province de Logoué-Vindo est en mission d'inspection des chantiers CTRI. Ce dernier a été accueilli par les personnalités administratives et militaires, en tête desquelles le gouverneur de la province et le délégué spécial de la commune de Makoko. Premier chantier ici même à l'aéroport de la ville, sur instruction du général Brice Clotaire Oligingema, Joseph Owondobert est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'aéroport baptisé Emmanuel Isozengonde, illustre fils de la province, ancien premier ministre qui s'est éteint en 2020. Le chantier progresse à un rythme acceptable. Présent sur les lieux, le responsable de l'entreprise adjudicateur se veut rassurant quant à l'aboutissement du dit projet dans les délais requis. L'hôtel Belinga a constitué la seconde phase de cette visite. L'infrastructure hôtelière est située au cœur de Makoko. L'exécution des travaux laisse dévoiler un établissement moderne de dernière génération qui vient embellir la capitale provinciale, mais surtout améliorer l'offre touristique dans la localité. La caserne des sapeurs-pompiers est l'ultime étape de cette première série de visites. Le vice-président aura également, au cours de ces 24 heures en terre ogivine, l'occasion d'échanger avec les populations issues de toutes les couches sociales au niveau du chef-lieu de la province de Logoué-Vindo. Face à l'état de dégradation avancé du réseau international et des difficultés du Fonds autonome national d'entretien routier de jouir réellement de son autonomie de gestion, aussi bien dans le versement de la redevance d'usure de la route que dans la maîtrise de la chaîne de responsabilité du recouvrement des deniers, les ministres du pétrole, des comptes publics, de l'économie, les responsables du Fonds autonome national d'entretien routier et les marketeurs se sont réunis autour du Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, pour trouver des solutions à la problématique du recouvrement et de la gestion de la redevance d'usure de la route afin de permettre au FANER d'exercer efficacement sa mission d'entretien du patrimoine routier national. Monsieur le Premier ministre a organisé cette séance de travail-là avec les différentes parties prenantes concernées par l'ARUR, qui est le mécanisme qui permet de mobiliser les financements pour l'entretien routier du réseau national. Le fait que le Premier ministre a organisé cette réunion d'abord témoigne de l'importance qu'il y accorde. Et avec toutes les parties prenantes, nous avons fait un peu l'état de la situation pour voir un petit peu quel est le niveau d'abondement de ce fonds-là par rapport à notre ambition de continuer à entretenir le réseau routier au Gabon. Définir en plus un circuit structuré de recouvrement de cette redevance pour une meilleure gestion du patrimoine routier national. Par ce travail qui a été fait, donc, on a pu harmoniser le point de vue d'avoir le même niveau d'information entre la Sogara qui facture, les distributeurs qui collectent et le Trésor qui reçoit donc les encaissements. Donc on a pu donc voir également ce qui s'est passé depuis 2013 à 2023 pour avoir une vue complète à quoi a servi cette ressource. Selon les différents acteurs, le recouvrement de l'ARUR est régulier et s'effectue selon les dispositions que fixe le cadre réglementaire et institutionnel. Un pas de plus vers l'inclusion financière au Gabon. Raymond Dongsima, Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, parrain de l'agence Bambou MFPK12, inaugure cet édifice financier dans notre pays. On parle de préférence nationale, etc. Mais ne serait-ce que par solidarité nationale. Chacun devrait se donner pour objectif d'avoir même un petit compte à Bambou. J'espère que vous serez assez rigoureux pour conduire votre projet jusqu'à son terme. Donc je compte sur vous pour défendre une ligne qui est que les Gabonais sont capables aussi de faire quelque chose. Depuis sa création, Bambou MF poursuit une vision claire, celle de rapprocher les services financiers des populations et leur offrir des outils adaptés à leurs besoins. Après Ntoum le mois dernier, après déjà 6 provinces que nous avons couvertes, ce matin nous sommes au PK12 pour ouvrir une belle agence pour les populations des PK. Il faut noter que nous avons une particularité, nous sommes très enclins dans la digitalisation. On a digitalisé les services financiers. Nous sommes la première institution financière au Gabon qui avons rendu possible le service financier sur le téléphone. Aujourd'hui, Bambou, c'est près de 200 employés dans 7 provinces du Gabon. Nous avons aujourd'hui une forte dynamique dans l'accompagnement des populations. Leader de la microfinance transactionnelle au Gabon, Bambou MF propose les services financiers digitaux et accessibles 24 heures sur 24, contribuant ainsi à l'essor économique des entrepreneurs et particuliers.
Bambou EMF est un établissement de microfinance de deuxième catégorie agréé par la COBAC et le ministère de l'économie par l'arrêté numéro 000-259/MEFSN du 9 juillet 2019. C'est dans une allocution sous fond de cours magistral empreinte de moult questionnements après un diagnostic profond visant à trouver des stratégies inclusives et durables permettant de créer des emplois décents dans le pays que le Premier ministre chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a procédé ce 11 mars à l'ouverture des travaux des assises nationales d'Angondé sur l'emploi au Gabon. Toute croissance est à l'origine de la création d'emplois. Mais je ne suis pas sûr que le taux de croissance de notre économie aurait été capable d'absorber les seuls jeunes diplômés qui ont moins de 18 ans qui ont eu le bac. Donc nous sommes déjà devant un dilemme. Les jeunes qui sont encore des mineurs et qui obtiennent le bac, sommes-nous capables seulement de les absorber? Plus leur niveau de formation et de qualification de base est élevé et plus ils ont la capacité de se retourner. Cependant, nous créons un différentiel entre ce que le marché est capable d'adopter, de recevoir, d'absorber, et ce que nous, on est capable de produire. Plusieurs autres stratégies sont envisageables à tous les niveaux, même scolaires, pour faire face à ce dilemme, selon l'orateur. Le système éducatif public est confronté à un dilemme. Il n'est pas capable, et je doute que les employeurs le soient, personne n'est capable de dire à 5 ans maintenant ce que va devenir le marché du travail. Donc, nous continuons à envoyer les enfants à l'école pour leur donner les meilleures chances d'adaptabilité. Il faut que les gens soient capables de s'adapter, de se retourner, d'être flexibles. Vous avez utilisé le mot, la flexibilité. Au terme de 4 jours de travaux, les acteurs impliqués, venus des différents horizons, réunis autour de ce grand déballage, proposent de nombreuses recommandations susceptibles de contribuer à la résorption du lancinant phénomène galopant qu'est le chômage qui préoccupe au plus haut point le gouvernement. Le quotidien des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports est devenu un véritable casse-tête. Comment se concentrer sur ses études quand les préoccupations financières prennent le dessus? Les bourses qui couvrent généralement les frais de transport, de logement et autres dépenses quotidiennes sont essentielles pour beaucoup d'entre eux. L'absence de ce soutien financier a des conséquences directes sur leur morale et leur engagement envers leurs études. Le mouvement justement se justifie à travers le manque de bourses. Nous réclamons justement nos bourses. C'est ce qui justifie justement ce que vous êtes en train de voir derrière moi. Il ne faut que nous faire les mêmes promesses. L'ancien ministre nous a fait comprendre qu'on devait avoir des bourses. Mais on se rend compte que après ils l'ont enlevé. Le nouveau également est venu ici hier. Il est venu hier, il nous a rien dit de bon, il nous a juste dit d'attendre. Le directeur de l'Institut national de la jeunesse et des sports, quant à lui, évoque tout de même un aspect important qui serait à l'origine de ce problème de bourse, l'augmentation importante de l'effectif des étudiants admis cette année. Selon lui, cet effectif a quadruplé, passant de quelques centaines à plusieurs milliers, ce qui entraîne des difficultés de gestion et une surcharge des ressources. Je peux vous dire qu'actuellement, l'administration, en collaboration avec la tutelle, donc le ministère, travaille là-dessus pour que ces derniers puissent rentrer dans leurs droits. Il y a peut-être une petite lenteur administrative, c'est vrai, mais ce qui est sûr, ils vont être payés dans les plus brefs délais. Pour la question du logement, les travaux semblent avancer, mais l'effectif fera aussi que l'établissement ne pourra pas loger tous les étudiants. Habituellement, l'INGS loge ses étudiants. Mais l'établissement est resté fermé depuis près de 5 ans. Et donc les bâtiments aussi avaient pris un coup. Il n'était plus possible de pouvoir loger nos étudiants dans ces conditions. Nous attendons la livraison de la partie qui est déjà presque terminée et aussi la poursuite des travaux pour l'autre partie qui attend un certain nombre de matériel. Ce conflit soulève tout de même des questionnements sur la gestion des fonds et sur les priorités du gouvernement en matière d'éducation et de soutien aux jeunes. L'administration et les étudiants espèrent qu'une solution rapide sera trouvée pour permettre la reprise des cours.
L'instant est symbolique, l'image est tout aussi marquante que mémorable pour la communauté éducative locale, singulièrement celle protestante. En présence des invités de prestige, la cérémonie de ce jour consacre celle le partenariat entre l'école privée protestante du quartier Adouma et le Japon, représenté par son diplomate. Le Japon, par ses réseaux, entend construire de nouvelles salles de classe, sinon apporter un brin de modernisation dans cet établissement. Ce partenariat s'aligne sur la politique nationale gabonaise en matière d'éducation, vise à favoriser le développement et à assurer un accès équitable à une éducation. Depuis 1997, le Japon, par le biais de son programme de dons aux micro-projets, a soutenu plus de 50 projets éducatifs au Gabon, avec un investissement global de près de 2 milliards de francs CFA. C'est le témoignage de l'excellence des bonnes relations entre nos deux pays. Outre l'éducation, le pays du soleil levant appuie le Gabon dans plusieurs secteurs majeurs. C'est d'ailleurs avec une grande fierté que les acteurs de ce ordre d'enseignement ont accueilli cette initiative. Réhabilitation du bâtiment existant et des blocs sanitaires. Construction d'un bâtiment de 3 salles de classe pré-primaire. Réfection de la barrière et du portail. Réalisation d'une aire de jeu. Construction d'un plateau sportif. C'est l'occasion pour nous de vous remercier chaleureusement pour votre partenariat précieux. Nous vous disons merci d'aider le Gabon dans ce pan important qui est l'éducation et la formation des jeunes. Les populations autochtones d'Adouma s'en souviendront toujours. Un ouf de soulagement, un ballon d'oxygène au moment où le vieillissement des structures partant de la lutte contre des effectifs pléthoriques est le défi majeur à relever pour l'ensemble de notre système éducatif. Mais un microbe qui est plus visible dans les ordres confessionnels frappés par une vétusté structurelle chronique. Le Japon apporte ainsi une réponse manifestement durable. En attendant, les travaux. Qui en veut à l'administration du lycée Aubin Georges Moundjekou, qui sème le trouble et le doute, qui pour nous édifier? Personne pour le moment. Depuis presque 2 ans, l'établissement a enregistré son 5e cambriolage le week-end écoulé. Avec à la virgule près le même modus operandi, pénétration au plafond extérieur pour accéder ensuite dans les bureaux. On peut d'ailleurs voir des empreintes sur certains murs. Ils ont emporté avec eux un ordinateur pris dans le bureau du proviseur, des dossiers et relevés de notes de classe de 4e, un indice qui conforte la thèse qui accuse les élèves. Une pièce à conviction, notamment un couteau, a été expressément laissé, sans doute en guise de menace pour le proviseur, afin peut-être de l'intimider. Ce matin, auprès de la communauté éducative, l'indignation était perceptible sur les visages, l'incompréhension et surtout la peur. On est dans un désarroi total. Total. On ne peut pas travailler dans ces conditions. Vraiment, on est très déçus. On ne comprend pas. Il faut dire que je ne sais plus pourquoi on n'a plus de gardien pour protéger. On n'a pas de maison d'astreinte. Même pour le proviseur, le surveillant général et puis l'intendant et les autres sont seuls. Ça c'est vraiment choquant parce que je ne sais pas pourquoi des élèves vont cambrioler les bulletins dans l'établissement, je ne sais pas. Nous ne sommes pas en sécurité. Tous les jours, on voit des jeunes qui viennent jouer. Chaque 16 heures, ils se battent ici, ils viennent avec des chambres. On pouvait observer, il y a vraiment des chambres aussi. Donc, Pourtant, informé de ces nombreux cas d'insécurité, l'éducation nationale reste inactive. Parmi les solutions préconisées, le relèvement de la barrière, l'éclairage de l'enceinte de l'établissement et bien plus encore. L'établissement envisage même interdire la pratique du football et l'accès aux aires de jeu aux personnes étrangères du milieu. Une plainte a été déposée à la police judiciaire qui s'ajoute aux autres jusque-là qui n'ont jamais prospéré. À ce jour, l'inquiétude reste palpable. Renforcer la cohésion entre les filles et fils d'Embigou et impacter les communautés du département de la Bomi-Lueti, c'est l'objectif de cette Assemblée générale extraordinaire du mouvement Solidarité Mbigou. Le président d'honneur en a profité pour procéder au renouvellement des membres de la structure. Cette Assemblée revêt une importance particulière car elle marque une étape cruciale dans la redynamisation de notre mouvement. Ensemble, nous avons pour ambition de
de renforcer nos capacités, tant en termes d'action concrètes à fort impact social, qu'en termes de proximité avec nos communautés. Cette rencontre vise des objectifs de solidarité et d'entraide, valeurs fondamentales qui doivent prévaloir au sein du mouvement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réfléchir, de débattre et de poser les bases d'une stratégie renouvelée, adaptée aux défis actuels. Nous devons nous engager à travailler la main dans la main, dans un esprit de solidarité, de cohésion, pour faire de notre mouvement un acteur incontournable du changement positif. Et pour marquer leur attachement au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, une marche de soutien a été organisée dans la ville d'Embigou, assortie d'une motion de soutien. Le peuple du département de la Boumi-Leti et de la commune de Mbigou précisément, considérons toutes les actions que vous posez depuis le début de votre magistère, nous décidons solennellement devant l'histoire de ce village, Mbigou, et prenons en témoin nos ancêtres, de vous soutenir et de vous rehausser le 12 avril 2025 à la tête de la République gabonaise comme président de la République. Cette sortie du mouvement Solidarité Mbigou a été aussi l'occasion de distribuer des tôles aux familles sinistrées à la suite d'un orage en 2023. À cela s'ajoutent d'autres actions menées telles le don de 2 broussailleuses à la mairie d'Mbigou, des compteurs électriques aux économiquement faibles. Fin de la transition au Gabon et bientôt un retour à l'ordre constitutionnel. Le 30 août 2023 n'est désormais qu'un lointain souvenir. Le 12 avril prochain, les Gabonais, où qu'ils soient, seront appelés à voter le candidat de leur choix. À Yaoundé au Cameroun, les compatriotes du pays traversés par l'Équateur vivant dans ce pays frère de l'Afrique centrale observent de très près ce qui se fait chez eux et n'hésitent d'ailleurs pas à se prononcer. Les Gabonais au Cameroun sont assez stressés, on va dire assez sceptiques par rapport à déjà ce qui a eu lieu lors des dernières élections, les précédentes, avant celle-ci. Le CTR a promis un retour à l'ordre constitutionnel, c'est bel et bien ce qu'on attend. Et on espère que les élections se passeraient mieux que ce qui se serait déjà passé auparavant. C'est-à-dire dans un ordre, dans un calme, dans un devoir de pleine conscience citoyenne et que chacun pourra exprimer son point de vue politique sans être entaché de part et d'autre par la corruption et tout ce qui va avec. La question des candidats qui au départ étaient nombreux à vouloir briguer le fauteuil présidentiel et dont l'analyse et le résultat final n'a pas échappé au regard de ces Gabonais qui se sont exprimés. Si certains regardent en cela un jeu politique où le nom d'anciens candidats à l'élection présidentielle est visé, certes d'autres voient plutôt en cela une démonstration évidente d'un Gabon où l'expression démocratique est perceptible. Ici au Gabon, on a toujours su faire preuve de démocratie. Le nombre de candidats prouve à suffisance que le pays est jonché d'une diversité d'opinions. Donc c'est maintenant à eux de faire preuve d'un bon savoir-vivre et d'une bonne méthode pour nous convaincre à les voter pendant les échéances à venir. Voilà qui cristallise l'attention des enfants de la nation. Leur souhait aujourd'hui est d'assister à un véritable renouveau où chaque citoyen gabonais peut être fier d'aller travailler dans son pays après des études à l'étranger. Et cela passe par un futur président capable d'insuffler cette dynamique bien entamée par la transition militaire. Ils ont mûri l'idée de créer une synergie. Ils se sont réunis pour la concrétiser. Dans la salle, plusieurs leaders estudiantins venus de plusieurs villes du Cameroun sont réunis ce jour pour officialiser la naissance d'élite gabonaise au Cameroun. Assemblée générale, dont la trame des échanges a mis l'accent sur la présentation de l'intérêt de cette dynamique, de présenter le bureau directeur sur les élections qui attendent le Gabon. La présidentielle du 12 avril prochain
ainsi que les législatives. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous nous sommes réunis, c'est élite gabonaise au Cameroun. Il était question pour nous de pouvoir expliquer les raisons qui ont motivé notre organisation, présenter le bureau ainsi que les perspectives à venir. Pourquoi est-ce que nous avons décidé comme ça de créer élite gabonaise au Cameroun? C'est parce que nous nous sommes inscrits dans un sentiment de solidarité, dans un besoin de fraternité, de vrai ensemble pour la bonne cause, pour pouvoir ensemble penser les problèmes qui peuvent miner notre quotidien ici au Cameroun. Mais non seulement ça, nous avons aussi pour ambition, on ne va pas ignorer que d'ici le 12 avril, il y aura la pré-campagne, la campagne, et puis il y aura le vote du 12 avril. Et nous sommes des citoyens gabonais, naturellement nous allons nous prononcer non seulement sur le candidat que nous voulons, mais aussi sur la façon dont nous voulons que les choses marchent ici. Donc ce sont les raisons qui ont fait en sorte que nous puissions nous retrouver ici. Discussion au rendez-vous. En témoigne la phase questions-réponses qui a suivi la présentation du bureau composé des représentants des Gabonais de chaque ville du Cameroun. Élite gabonaise au Cameroun, c'est une union des enfants du pays à l'extérieur qui se lance dans une solidarité mutuelle. L'assistance en sort satisfait. De cette réunion, premièrement, moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment très satisfaisant parce que nous avons apporté plusieurs idées, des idées très enrichissantes auxquelles nous avons débattu et défendu par certains jeunes de notre mouvement. Nous tenons à remercier son excellent l'ambassadeur Anthony Mikomilan et les autorités camerounaises qui nous accompagnent dans nos différentes activités. La vision est donc lancée tout comme le programme d'activité qui comprend plusieurs actions. Sur le terrain, Élite gabonaise au Cameroun compte jouer un rôle prépondérant dans le choix du futur président qui devra conduire le Gabon vers un avenir prospère.